Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous. Vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés ou qui projettent de s'installer dans la capitale bavaroise. Je suis Hélène Cunet, fondatrice et dirigeante de l'agence de relocation et de coaching du même nom. Mon métier et surtout ma mission et ma passion, tout mettre en œuvre pour que vous soyez chez vous, ici, à Munich. Pour cette deuxième saison, je vous avais promis du changement et on continue donc sur cette lancée. Après un intermède rock, fin août, septembre et la rentrée sont arrivés. Nombre d'entre vous viennent de s'installer dans la capitale et je sais combien ces premières semaines peuvent être difficiles, surtout d'un point de vue administratif. C'est pourquoi, pour vous aider, j'ai un cadeau pour vous. Un guide gratuit dans lequel je vous explique les démarches essentielles à effectuer à votre arrivée pas à pas. Pour le recevoir, c'est très simple, il suffit de vous inscrire sur le site Dessine-moi Munich toutattaché.com et vous le recevrez par email. Enfin, si vous avez besoin d'inspiration, c'est maintenant avec le nouvel épisode. Dans ce troisième épisode de la seconde saison, je rencontre Vincent, le CEO et cofondateur de Malt. Malt, ou bien anciennement Upwork, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'entreprise, est une plateforme qui met en relation des freelances et des entreprises et qui leur permet de collaborer en toute sécurité de la première prise de contact jusqu'au paiement. Alors je vois bien arriver votre question. Quel est le rapport entre Malt et Dessine-moi Munich ? Je vous rassure, il y en a un, voire même deux. Tout d'abord, au printemps 2019, Malt s'est lancé sur le marché allemand et a choisi Munich comme siège. Enfin, Vincent a pris la décision de venir s'y installer à la rentrée avec toute sa famille. C'était donc une occasion parfaite pour comprendre comment on lance une entreprise française en Allemagne et aussi en savoir plus sur sa décision personnelle de s'installer dans la capitale bavaroise et ses premiers ressentis. Enfin, entre nous, je l'avoue, c'est aussi un petit kiff perso d'avoir l'opportunité de rencontrer et d'interviewer un serial entrepreneur à la tête d'une start-up très prometteuse. Pendant un instant, j'ai pu m'imaginer dans la peau de Pauline Lénieux ou Mathieu Stéphanie, hôtes des excellents podcasts Le Gratin et Génération Do It Yourself. C'est d'ailleurs le premier podcast de Vincent. Merci pour cette faveur. Allez, je m'arrête là, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Je suis vraiment très très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Avec plaisir. Merci de t'être déplacé jusqu'à moi. Mais bon, j'ai appris on est voisins. Oui, j'ai dû mettre 3 minutes pour venir, donc ça va. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet qui va être l'arrivée de Malte en Allemagne, qui coïncide plus ou moins aussi avec ton arrivée à toi, on commence le podcast toujours comme ça, en se présentant. Et ma première question, c'est d'où tu viens ? Alors là, j'arrive de Paris et je suis né pas loin de Paris. J'ai grandi là-bas, mais j'ai vécu ensuite pas mal de temps au Mexique. J'ai fait mes études en France à Nice et puis ensuite je suis parti en échange au Mexique. J'ai fait ensuite une coopération, à l'époque un CSNE pour France Télécom et puis ensuite j'ai travaillé pour Telmex qui est une grande entreprise de télécommunications en Amérique latine. Et je suis revenu après en France il y a déjà pas mal d'années avec mon épouse qui elle est mexicaine. Et voilà, donc ensuite on vivait depuis 15 ans à Paris et là on vient d'arriver donc à Munich. Et pourquoi le Mexique au départ ? Pourquoi le Mexique ? Un peu le hasard à l'époque. Donc j'ai fait une école de commerce, l'EDEC, et puis ils avaient des échanges. Je voulais aller dans un pays hispanophone. Je voulais aller à Barcelone, et puis il y avait plus de place. Et donc ils m'ont dit, écoute, il y a le Mexique là, qui vient de s'ouvrir. Il y a 2 universités. J'ai dit, ok, pourquoi pas. Je pense que j'étais quand j'étais petit un fan des Mystérieuses Cités d'Or, donc ça a dû m'inspirer. Et puis j'ai dit, bah écoutez, sur la liste, je vais prendre celle-là un peu au hasard. Et puis j'ai adoré ce pays. Je l'adore toujours. J'y garde évidemment donc de la famille, des amis. J'essaye d'y aller à peu près tous les ans. Et je pense que c'est un pays qui m'a aussi pas mal changé. Je suis arrivé finalement assez jeune. J'ai commencé à travailler là-bas. Donc je pense que c'est un pays d'ailleurs très entrepreneurial. Et c'est peut-être aussi le Mexique qui effectivement m'a donné le goût pour ça et
pour créer ensuite une entreprise d'abord là-bas et puis ensuite à Paris. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que j'ai lu ça dans un article, que tu fondes ta première boîte au Mexique. Oui, alors pour être précis, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, moi, j'ai toujours été un peu geek. J'ai découvert l'Internet avec un ami. J'étais en prépa. On était à La Défense, à la Fnac de La Défense. C'était, je crois, en 94 ou 95. Et on a créé ensemble une boîte en 98, donc sortie d'école, entre deux périodes où je venais de revenir du Mexique et j'allais repartir après. Et cette boîte s'appelle dromadaire.com. Tu l'as peut-être utilisé ou reçu des cartes. Beaucoup de gens ont reçu les Dromacartes électroniques, là. Oui, exactement. Oui. Donc en 98, c'était hyper novateur. Et donc au Mexique, là? Non, c'était à Paris. C'était juste avant de repartir au Mexique. Okay. Et puis Dromadaire s'est bien développé. Moi, ensuite, effectivement, je suis parti plusieurs années au Mexique. J'ai travaillé dans les télécoms, donc plutôt dans une grosse boîte. Mais j'ai fait en parallèle, effectivement, une boîte qui s'appelait Algo Especial, qui était le premier site de livraison de fleurs pour le marché mexicain, donc avec des gens qui envoyaient des fleurs depuis Mexico, mais aussi beaucoup de Mexicains qui étaient aux États-Unis. Et puis je suis revenu ensuite en France, et là j'ai rejoint de nouveau Dromadaire qui s'était développé et que j'ai aidé à monétiser, à développer son business en France, mais aussi sur d'autres pays. Et puis on a lancé ensuite, dans le même groupe, on a lancé une boîte qui s'appelle Uprint, qui est un imprimeur en ligne pour commander pour les entreprises, commander des cartes de visite, des flyers, et des choses comme ça. Donc voilà, donc j'étais sur ces deux activités-là. Donc voilà, donc j'ai toujours... j'ai travaillé longtemps quand même dans une grosse boîte, mais j'ai toujours été un peu de près ou de loin dans l'entrepreneuriat, avec d'autres personnes ou par moi-même. Et sachant que là, effectivement, depuis 2013, je dirais que c'est mon vrai bébé que j'ai monté avec Hugo Lassiège, qui est mon associé, qui est notre CTO. Voilà, donc qui est Malte, qu'on a lancé il y a maintenant 6 ans. Donc oui, pour résumer, tu as toujours eu la graine de l'entrepreneuriat. J'imagine que tu as répondu à la question, ce qui te fait rentrer en France, quitter le Mexique, c'est pour aider au développement, donc... Pas vraiment, pas non. Vraiment non, j'avais fait plein de choses au Mexique et je m'y plaisais bien. Mais au Mexique, en fait, on avait... c'est pas comme en France, c'est pas comme en Europe. On avait finalement assez peu de vacances. On avait 1 semaine par an à peu près. Cette semaine, forcément, je la consacrais à aller en France, voir mes parents, ma famille. Et finalement, j'aimais beaucoup voyager, j'ai toujours beaucoup voyagé avec mes parents, et je n'avais pas forcément l'occasion de le faire à cette époque. Donc avec ma femme, à l'époque, on s'est pris une année sabbatique. Et pendant cette année sabbatique, on est passé évidemment en France, et c'est là que j'ai revu mes associés, c'est là que j'ai repris un peu contact avec la France. Ma femme aussi, qui avait jamais vécu à l'étranger, elle s'est dit pourquoi pas partir un moment à Paris. Paris, voilà, il y a quand même ce côté un peu rêvé pour les étrangers. Et donc on a déménagé à Paris. On est donc venu du Mexique pour venir à Paris. Et effectivement, parce qu'il y avait aussi cette opportunité de boulot, de business avec Dromadaire. À Paris, tu te consacres complètement à l'entrepreneuriat ou tu reprends aussi un boulot salarié avant de décider de complètement te lancer? Comment... En fait, c'était un peu les deux. C'est-à-dire que l'entreprise existait déjà. Il y avait déjà 2 associés. Et moi, je les ai rejoints en tant que cofondateur, mais aussi salarié. Donc, on faisait pas mal de choses. On faisait un peu un boulot d'agence aussi pour pouvoir... subsister, pour pouvoir financer l'entreprise. Et rapidement, Dromadaire, qui s'était développé en termes d'audience, avait déjà une audience assez intéressante, et donc il y avait beaucoup de choses qui étaient faisables pour monétiser. Donc je suis revenu un peu entre deux, c'est-à-dire que c'était une entreprise où il y avait 2 associés, 2 stagiaires quand je suis arrivé, donc finalement j'étais dans une logique d'entrepreneuriat, mais j'étais aussi salarié parce que j'arrivais dans une structure déjà existante. À l'inverse de Malte, où effectivement, il y a 6 ans, j'ai quitté mon précédent job, et là, je l'ai commencé, on va dire, depuis 0. Et donc, comment ça se passe, là, ce passage? Tu rentres en quelle année à Paris, juste pour avoir une idée? 2006, je crois. 2006. La création de Malte, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2013, oui. Donc il se passe 7 ans.
Oui. Comment est Malte? Comment se passe le... Pendant 7 ans, j'ai travaillé dans mon entreprise précédente, enfin dans Ouais. les 2 entreprises précédentes, Uprint et Dromadaire. D'ailleurs, c'était assez schizophrène parce que c'est vraiment 2 activités totalement différentes. Dromadaire était un média, on vendait de la pub à des agences, à des annonceurs. À l'inverse, Uprint est un imprimeur, un e-commerçant. Et Malte, c'est encore autre chose aussi. Voilà, et Malte, c'est encore autre chose. Et avant ça, effectivement, je vendais des fleurs, donc j'ai été fleuriste, j'ai été imprimeur, j'ai été vendeur de publicité ou médias. Et aujourd'hui, je suis dans les ressources humaines. Par contre, le fil conducteur, je pense qu'au-delà de l'entrepreneuriat, c'est vraiment cette connaissance d'Internet, du marketing en ligne, de produits, en fait, de comment on crée un produit, comment on fait venir une audience, comment on fait venir une offre, une demande. Ça, c'est des choses que j'ai toujours fait, finalement. J'ai toujours, même en travaillant, quand je travaillais chez Telmex, donc grosse entreprise de télécom, j'ai toujours travaillé sur des sujets Internet. Donc ça, c'est effectivement le fil conducteur. Ouais. Et l'idée de Malte, comment ça se met en place? Eh ben, tout simplement parce que, moi, je crois que les belles histoires, elles se font pas en partant d'une analyse froide d'un marché. Elles se font par un besoin. Et tout simplement parce que dans mon expérience précédente, chez Dromadaire en particulier, j'ai eu plein de fois l'occasion de me dire mais là j'ai vendu une campagne publicitaire, il me faut 2 graphistes pour compléter l'équipe. On avait une équipe, on était une 50aine, mais il me fallait des graphistes en plus, des développeurs en plus, donc il y avait des pics d'activité. Et une entreprise, donc on était une PME, une entreprise va pas s'adresser à, je ne sais pas, Accenture ou à Publicis pour sous-traiter ce qu'elle a besoin de faire pour ses clients. Et là, je savais évidemment qu'il y avait des gens qui travaillaient en indépendance. C'était beaucoup moins fréquent il y a 10 ans. Mais je me disais, il faut pouvoir les trouver. Alors, il existait des plateformes. Il existait des plateformes internationales, anglo-saxonnes surtout, mais qui finalement ne correspondaient pas à ce que je recherchais. Moi, je recherchais vraiment une logique plus locale où la personne vient vraiment travailler avec les autres membres de l'équipe, va peut-être ensuite travailler de chez lui ou chez elle ou depuis un espace de coworking ou autre, mais viennent vraiment travailler avec le reste de l'équipe. Et les autres plateformes, en fait, par leur fonctionnement, par leur modèle économique, par leur ergonomie, en fait, étaient vraiment des modèles où on publiait une offre et ensuite des gens venaient pour se battre un peu sur un système d'enchères inversé. Et le moins-disant en termes de prix remportait généralement le marché. Et ça, c'était vraiment... je pense que ça correspond à une partie du marché, ça correspond à ce que souhaitent des petites entreprises, mais aussitôt qu'on rentre sur des niveaux d'entreprise un peu plus de taille moyenne ou grande, c'est les gens qui cherchent avant tout, avant le prix, ils cherchent avant tout des compétences, du sérieux, et puis encore une fois, quelqu'un qui vient compléter leurs équipes. Donc j'avais pas ce que je recherchais. Donc j'avais ça en tête et je me disais c'est incroyable quand même que ça n'existe pas. Et puis il s'est passé quelque chose aussi dans ma vie perso, on va dire. Airbnb qui est né en 2008 je crois. 2008. En 2009, juillet 2009, moi je vois une pub sur Facebook. Et c'était en anglais, je crois d'ailleurs. C'était compléter vos revenus, louer votre chambre, voler votre canapé, etc. Et je clique dessus et puis je m'inscris et je me dis c'est marrant ce truc, je vais tester. Et puis je reçois un couple du Texas genre une semaine après. Puis c'était hyper sympa. Puis c'était une autre époque d'ailleurs Airbnb. C'était vraiment nous on était là d'ailleurs. Enfin on louait la chambre qu'on avait en plus. On est sortis ensemble le soir pour aller dîner. Enfin c'était un peu différent. Et puis, 2 semaines encore après, je suis contacté par l'équipe Airbnb des États-Unis qui me disent, voilà, on vient pour la première fois en France, est-ce qu'on peut dormir chez toi? Parce que c'était une start-up, enfin, c'était rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Ils avaient levé un petit peu d'argent, mais ils étaient 7. Et ils viennent chez moi, et là, on a vraiment sympathisé. Pareil, on est sortis, enfin, c'était vraiment très cool. Et puis, j'ai découvert plein de choses. Je connaissais, encore une fois, j'étais sur les sujets Internet, e-commerce depuis longtemps, mais je trouvais qu'ils avaient une fraîcheur et une approche de la communauté très différente qu'avaient d'autres sites, d'autres marketplaces, et qui réinventaient beaucoup de choses. Et ça m'a inspiré. J'ai pas tout de suite après fait Malte, à l'époque Upwork, puisqu'on a changé de nom. Mais j'avais donc ces 2 choses en tête. Et puis finalement, en 2012, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je me suis mis à la recherche d'associés. Donc j'en ai trouvé 2, en fait. Je cherchais un CTO, donc une personne technique. Ça aussi, c'était un apprentissage de mes expériences précédentes. C'était que
soit on peut être limité par la taille du marché, mais on est aussi avant tout limité par qui sont nos associés, avec qui on crée la boîte, et quelles sont les compétences que l'on a. Et pour moi, c'était clé que j'ai toujours travaillé avec des développeurs, je sais travailler avec eux, mais je voulais vraiment quelqu'un qui vienne avec moi, non pas à qui je donne, on va dire, un cahier des charges et puis qui exécute, mais qui s'associe avec moi et avec qui on le crée ensemble. Et donc, je cherchais un CTO, j'en ai trouvé 2. Excuse-moi, et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est là, pour le coup, tu fais une démarche active pour que ça corresponde à ton projet. C'est pas quelqu'un que tu connaissais avant ou un ami, tu commences par l'idée. Oui, j'avais l'idée. Et puis, j'avais un pote de lycée, donc je te dis, j'ai toujours été geek, je faisais de la programmation au lycée, à l'époque du Turbo Pascal. Donc j'étais dans le club informatique. Donc moi, j'ai pas rejoint ensuite une école d'ingénieur, mais j'aurais pu. J'ai plutôt été vers une école de commerce. Mais j'ai toujours été intéressé par ces sujets. J'ai repris contact avec un ami qui travaille chez Google maintenant, qui est un développeur un peu star en France, parce que dans ces communautés-là, voilà, il y a vraiment des stars, des influenceurs. David Gageot et David, avec qui je me disais, il faut qu'on fasse un truc ensemble. C'est quelqu'un d'hyper smart, etc. J'aimerais travailler avec lui. Lui n'était pas forcément à ce moment-là avec l'envie de créer quelque chose, mais m'a présenté mes associés. Et puis ça a tout de suite fité. Et puis ça a fité pour une raison simple aussi, c'est que eux ont fait partie de cette première vague, il y a, je sais pas, peut-être maintenant 10 ans, de développeurs qui ont quitté les SS2I, les sociétés de services informatiques, pour devenir freelance, et avaient créé un collectif, une coopérative d'une dizaine de freelances, avec vraiment aussi l'envie de changer les choses. Donc c'est super bien trouvé, parce que moi, la vision plutôt PME et plutôt côté client. Eux avaient la vision côté freelance, plutôt à l'habitude de travailler pour des grands groupes, et on a un peu fusionné nos visions. On a commencé sans savoir exactement où on allait, mais avec chacun un peu nos petits réseaux, moi plutôt côté client, plutôt côté freelance, et puis ça a commencé, la mayonnaise a commencé à prendre, et là quelque part on s'est tous convaincus qu'il fallait y aller beaucoup plus fort. On s'est rendu compte aussi qu'on était sur un marché qui est gigantesque, qui est le marché, en fait, si on prend de façon un peu large, c'est le marché du conseil, le marché des prestations intellectuelles, et en particulier le consulting IT, qui est un marché de 300 milliards en Europe, qui est totalement transformé. C'est pas nous qui le transformons, c'est le fait que les gens aujourd'hui qui étaient salariés dans d'entreprises comme IBM, Accenture ou des beaucoup plus petites, choisissent de devenir indépendants, développeurs, indépendants graphistes, indépendants à communication. Et c'est une opportunité, effectivement. On s'est rendu compte à ce moment-là, on s'est dit, il y a vraiment un truc qu'on peut faire qui est énorme, quoi. Et en plus du fait d'être sur un marché, sur un business qui potentiellement peut être très gros, vraiment accompagner un changement, un mouvement de société où ces freelances ont vraiment en plus ce besoin de travailler directement avec des clients, de pouvoir ouvrir leurs possibilités de clients avec lesquels ils peuvent travailler, de pouvoir être sécurisés sur les paiements, etc. Donc c'est là où effectivement la mayonnaise, comme je te disais, a tout de suite bien pris. J'ai lu une citation dans la tribune. « Notre succès vient du fait qu'on a su inverser le système et intégrer les codes des sites de rencontres dans le recrutement. » Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors on a effectivement inversé le système. Donc comme je te disais, le système était très basé sur une offre que l'on postait. On disait, voilà, je cherche un graphiste pour faire ça. Et ensuite, des gens qui viennent répondre à ça. Pourquoi ? Parce que le monde des RH, le monde de l'emploi, c'est un peu structuré comme ça, avec un mode en annonce. Mais même dans l'emploi traditionnel, le mode annonce, finalement, fonctionne assez peu. Et de moins en moins. Et finalement, on a toujours besoin de chasseurs de tête, on a besoin d'aller chercher les gens, on trouve les meilleurs profils par réseau. Et puis les chasseurs de tête eux-mêmes ou les entreprises utilisent LinkedIn pour les chasser directement. Donc finalement, sur le freelancing, c'est encore plus vrai. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment inversé, où c'est un moteur de recherche, en fait. Donc si on reprend la comparaison avec Airbnb, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on va mettre, je sais pas, développeur iOS sur Munich, et là on va avoir des profils et on va les contacter directement, et c'est ce que veulent les entreprises en fait. Ils veulent quelque chose de très simple, et les entreprises surtout qu'on cible, c'est des gens qui savent exprimer leurs besoins, qui savent dire voilà, il me faut un développeur iOS, donc quelque chose d'assez précis, et qui vont voir les profils, et en voyant les profils vont dire ah oui, c'est cette personne là ou ce type de personne là qu'il me faut. Ils vont en général en moyenne en contacter 3. Donc effectivement on a inversé les choses par rapport à comment ça existait. C'est ce qu'on appelle une search marketplace. C'est comme Drivey, comme Airbnb, comme beaucoup d'autres. Ça ressemble aussi à beaucoup de sites e-commerce quelque part, où on montre les choses, et finalement c'est la meilleure façon de faire en sorte que les gens aient envie de se connecter, d'acheter, etc.
Et puis pourquoi la rencontre ? Bah oui, ce qu'on fait, c'est un peu du matchmaking, c'est un peu de la rencontre entre deux personnes, donc il y a un côté très humain là-dedans. Mais c'est vrai qu'on s'inspire pas mal. On a toujours regardé, par exemple, Mythic, Tinder, etc. On s'est dit, il y a des choses effectivement similaires là-dedans. C'est assez rigolo. Notre CPO, donc Chief Product Officer, qui est arrivé il y a 1 an, était le CPO de Mythic. Donc effectivement, tu vois, il y a toujours un peu ce lien avec la rencontre et on fait souvent la comparaison. Il y a un système de recommandation aussi. Tu peux laisser un avis. Ouais. Ça doit sécuriser aussi les gens. Et au niveau du paiement, vous fonctionnez aussi comme Airbnb, c'est-à-dire que vous êtes tiers de confiance. C'est ça, c'est un marché où... Enfin, ce que font les marketplaces, en fait, en général, toutes les marketplaces, elles sont là pour installer de la confiance là où il n'y en avait pas, où il y en avait difficilement. Et pour aussi, je dirais, rendre simple les choses pour les deux parties. Donc oui, ce que l'on a apporté au marché, là aussi, au-delà du matchmaking entre l'offre et la demande, c'est ensuite le fait que les freelances, lorsqu'on a commencé, c'est assez rigolo, ils demandaient des acomptes souvent à leurs clients. Et l'acompte, ça fonctionne pas très bien parce que tu demandes 20 ou 30%. Si le freelance fait rien, derrière le client a perdu 20 ou 30%. Et à l'inverse, si le freelance fait tout et que le client paye pas, bon bah il se retrouve avec juste 20-30% de payé. Et nous, ce qu'on a apporté au marché, en particulier lorsqu'on travaille avec des clients PME, c'est que l'entreprise provisionne le montant en début de mission. Donc on va dire que la mission est de 2 000 €, le montant est provisionné, et puis une semaine après, la mission est finie, et hop, donc le montant qui est stocké chez nous, on va dire, avec notre partenaire bancaire, est envoyé au freelance. Et ça, c'est une sécurité pour les deux parties, je dirais, parce que le client sait que voilà, il y a un devis qui est très clair, il y a un budget, on s'est mis d'accord, et puis ce budget, bah, il est là, il est stocké, et voilà, c'est 2 000 €. Et puis pour le freelance, il sait en démarrant que l'entreprise a les sous pour le payer, et au-delà de ça, a fait l'effort de trésorerie de déjà le sortir, donc il est vraiment... Enfin, il va être sérieux, en fait, dans son paiement. Là où un freelance, souvent... Alors, des fois, il n'est pas payé, et ça peut être dramatique, mais souvent, il passe un temps énorme à aller faire le recouvrement. Et puis avec les PME, donc souvent ce risque même de pas du tout être payé. Avec les grands groupes, c'est un peu différent. Un grand groupe, tu peux pas le faire payer en avance. Il va payer à 45 jours au mieux. En France, j'espère qu'en Allemagne ce sera mieux. 60 jours peut-être. Ça dépend. Et donc nous, là, comme c'est un grand groupe et qu'on est sûr d'être payé, on a un partenaire bancaire on fait de la facturage, c'est-à-dire qu'on avance les fonds pour le freelance pour qu'il soit tout de suite payé. Par exemple, s'il fait un projet de 6 mois, il est payé tout de suite en fin de mois. Et nous, on sera payé à 45 jours, mais c'est pas un problème. Comment se passe le développement ? Vous grossissez très vite, les gens accrochent tout de suite Le développement, ouais, on peut le voir de plusieurs façons, sur la taille de la communauté de freelance, taille des communautés de clients, et puis aussi notre propre taille en tant que nombre d'employés. Donc pour donner quelques chiffres, on a à peu près maintenant, sur les 3 pays, on a à peu près entre 4 et 5 000 nouveaux freelances par mois qui nous rejoignent de façon très organique. On ne travaille pas forcément, on n'investit pas en pub sur le recrutement des freelances. Le bouche à oreille se fait assez rapidement. Oui. Alors ce que l'on fait par contre, c'est qu'on fait beaucoup d'événements. On passe en France, on fait 200 événements par an avec des différentes communautés pour expliquer notre vision, pour expliquer ce qu'on fait, pour expliquer pourquoi on est différent d'autres acteurs du marché. Et c'est ça qui, effectivement, derrière, gère un bouche à oreille hyper positif. Côté client, finalement, on est sur un marché ultra pénurique. Donc, une fois qu'on a les bonnes ressources, une fois que ces ressources ont un profil chez nous, y a énormément d'attraction. C'est-à-dire qu'on a en France à peu près 70 000 clients enregistrés dans notre base, alors 20 000 clients actifs réguliers. Mais beaucoup de clients, et ça va de start-up jusqu'à... on travaille avec 80% du CAC 40, alors avec qui, je dirais, on commence à travailler, parce que par rapport au montant de dépenses qu'ils ont en conseil, en prestations intellectuelles, on est encore petit pour eux, mais avec une vraie évolution ces derniers mois, cette dernière année, assez rapide en fait. Donc voilà, et puis côté entreprise elle-même, on est aujourd'hui... 165, mais tu vois, j'étais à Paris cette semaine, là, mardi, on avait une réunion on va dire de rentrée, même si la rentrée est un concept surtout français. Ouais. Mais on avait, je crois, 23 personnes qui arrivaient. Donc là où on était moitié moins il y a 1 an, voilà, on a doublé. On a maintenant une équipe RH qui recrute
facilement 10-15 personnes par mois, donc ça va assez vite. Plus le fait qu'on doit aussi maintenant faire la même chose sur d'autres pays. Et c'est ça qui est passionnant. Avant qu'on passe à l'international, j'avais une petite question. Donc j'ai lu ça aussi dans l'article. Que pour vous, la communauté, c'était quelque chose de très important et que vous aviez développé Sésame. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, on a fait Sésame l'année dernière avec Alan et Conto. Alan, donc Mutuelle Santé, qui s'adresse aux PME mais aussi aux indépendants. Et Conto, compte néobanque pour les pros, mais aussi donc pour les indépendants. Enfin, les pros en général, donc ils visent des PME, mais aussi des indépendants. Et puis, on a d'autres partenaires qui se sont agrégés autour, de type Open Classroom, Ironhack, etc. En fait, on a voulu... Nous, on n'est pas... notre business, c'est vraiment de faire la rencontre entre cette offre et la demande. Encore une fois, faciliter la contractualisation, le paiement. C'est pas de vendre des services additionnels, on gagne rien là-dessus. Mais on s'est dit qu'on avait quand même un rôle, vu la taille de notre communauté, de leur amener des deals intéressants et puis au moins aussi de les informer. C'est-à-dire, c'est des gens, c'est quand même une communauté qui est assez éduqués, qui savent ce qu'ils font, qui savent pourquoi ils ont choisi d'être freelance, c'est un vrai choix, donc ils maîtrisent bien le sujet, mais on a effectivement des partenaires. Donc on a créé Sésame avec Alan et Conto, on a fait aussi un peu après, en début d'année, on a lancé avec AXA une prévoyance. Alors ça, on a travaillé 2 ans dessus avec eux et d'autres assureurs pour vraiment trouver la meilleure offre pour notre communauté, où la prévoyance, c'est un sujet important. C'est-à-dire que souvent, effectivement, on va penser à la mutuelle, mais la mutuelle, surtout en France, on est finalement assez bien couvert de base, quand même on s'inscrit en tant qu'auto-entrepreneur, voilà, on a accès à la sécurité sociale. Donc c'est important d'avoir une mutuelle, mais la prévoyance, je pense, c'est encore plus important, parce que même si on se dit, pour moi ça va bien, je vends plein de missions, je suis en mission 1 an là chez un grand compte, je facture 800 € par jour, très bien, et je suis data scientist et il n'y a pas de chômage sur mon marché. Ok, sauf que le jour où on se casse la jambe au ski ou un truc plus grave, là on n'a plus de revenus du tout, et puis des fois on a une famille, etc. Donc oui, la prévoyance c'est un sujet, ça fait partie des choses où on se pose pas trop la question lorsqu'on arrive en entreprise. En tant que salarié, on a une prévoyance, on a une sécurité sociale, on a une mutuelle. Et en tant qu'indépendant, il faut se poser la question. Donc oui, là-dessus, on a un devoir, je dirais, d'information avant tout. Et après, si en plus on peut donner un bon deal avec un vrai bon partenaire à notre communauté, tant mieux. On revient à l'international maintenant. Donc, création de Malte en 2013 et en 2017, vous vous lancez sur le marché espagnol. Ouais. En souvenir du Mexique ou pas du tout? Si, ça aide. Non, parce que tu parles la langue, oui. Ouais, non, ça aide. Enfin, il faut pas... on va peut-être en parler sur l'Allemagne, mais je pense que tu peux pas totalement décorréler les sujets professionnels et personnels. Et je pense que l'implication sur un marché en particulier du fondateur, du CEO, est super importante. Donc, non, l'Espagne, il y avait un choix rationnel sur le fait que c'est un marché avec 2 grosses villes, donc finalement assez centralisé. C'est un marché beaucoup moins coûteux que peut l'être, par exemple, le Royaume-Uni, où souvent les startups françaises, d'ailleurs, se plantent. Parce que Londres, très cher à tous les niveaux, RH, bureau, le marketing, etc. Et l'Espagne est souvent un bon marché, effectivement, pour les entreprises françaises, même pour les très grosses. Tu vois, tous les gros du retail sont en Espagne, etc. Donc c'est un marché qui semblait assez évident. À une époque aussi, on avait levé des fonds, mais on avait levé 5 millions, donc c'est beaucoup d'argent, mais en même temps ça part vite. Donc il faut faire ça. On ne s'est pas précipité sur l'international, où je pense le font d'autres des fois trop vite. Pourquoi ? Parce qu'on est d'abord sur un marché très gros en France, c'est un marché de plus de 30-40 milliards en France, donc on pourrait faire que la France, mais on a la volonté depuis le début de vraiment quand même être international. Et donc on a lancé l'Espagne parce que c'était un bon marché pour effectivement ce qu'on appelle tester notre playbook international, c'est-à-dire tester le fait de lancer sur un autre pays, c'est pas toujours la même chose que lancer dans son propre pays. Et le faire en Espagne, pour les raisons que j'ai évoquées, et puis effectivement parce que je parle espagnol, donc c'est quand même 10 fois plus simple. Quand tu recrutes quelqu'un, tu vas te comprendre, etc.
Oui, ça a joué. Et donc, on a lancé l'Espagne il y a à peu près 2 ans, où il y a aujourd'hui une communauté de 15 000 freelances, où on commence à avoir plusieurs milliers de clients, y compris des grands comptes. Et puis, on a une équipe sur place d'une dizaine de personnes. Et cette fois-ci, toi, tu pars aussi un peu en Espagne pour aider, puisque là, on va y arriver bientôt avec la création, donc le lancement de Malte en Allemagne et surtout ton arrivée aussi. Ouais, alors, vous êtes présent en Espagne et comment ça se passe? Quelle approche vous adoptez? Est-ce que c'est la même là, que vous mettez en place en Allemagne ou ça vous apprend des choses? On a appris beaucoup de choses. Alors, j'y suis allé beaucoup. Je fais beaucoup d'allers-retours et puis. J'y suis allé, je sais pas, 3-4 fois où effectivement je prenais carrément les vacances scolaires. En fait, je pense qu'il faut être sur un endroit idéalement dans la durée. Quand tu fais 1 jour, 2 jours, tu sens pas les choses. Et donc souvent, j'ai fait effectivement en Espagne 1 semaine, 15 jours, où ma famille en profitait pour partir en vacances. Bon, donc les vacances, c'était à Madrid. À Madrid, ouais. Bon. Voilà. Sympa. Ouais, non, c'est sympa. Après, voilà, on n'était pas à la mer, on était en ville, voilà. Mais on passait les vacances là-bas, et puis moi, j'allais bosser. Et effectivement, je pense que c'est important il y a le contact avec les personnes, connaître l'équipe, ensuite connaître les clients, comprendre le marché, sentir les choses. Et c'est une des choses aussi qui m'a convaincu sur le fait de me dire... je pense qu'on a appris plein de choses. On a appris des choses sur le fait qu'il faut à la fois une équipe très forte localement, pour certaines choses qui peuvent se faire que localement, mais malgré tout, et malgré le fait qu'on ait une boîte qui sait travailler avec des nouveaux outils de type Slack, etc., on travaille tout le temps en visio, on a une grosse partie de notre équipe technique qui est à Lyon, donc dès le début, on était entre Paris et Lyon, donc on sait travailler à distance. Malgré ça, le fait d'être collègue à côté, se poser la question, ça rend quand même les choses plus simples. Donc on a une partie de l'équipe maintenant espagnole et puis une partie de l'équipe allemande qui est à Paris. Donc il y a des fonctions vraiment globalisées parce que ça a plus de sens pour quelqu'un qui, par exemple, est au support, d'être avec les autres personnes du support des autres pays, versus à être tout seul ou avec 1 ou 2 personnes dans le pays, mais sans avoir le knowledge, le background de tout ce qu'on a pu faire en France. Donc, autant que possible, effectivement, il faut globaliser certaines fonctions, mais il y a d'autres fonctions qui doivent, à mon avis, être très locales, là où certaines... entreprises françaises ou européennes, effectivement, font moins cet effort, mais quand on regarde, par exemple, les GAFA, les grosses boîtes américaines, ils s'organisent comme ça lorsqu'ils viennent en Europe. Ils ont un gros centre à Dublin, et puis ils ont ensuite, localement, des gens pour s'occuper des RP, pour s'occuper des partenariats, pour s'occuper des grands comptes ou des comptes d'une certaine taille, pour s'occuper de la relation avec une communauté, si c'est une marketplace, etc. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'organise, où on a vraiment les fonctions à la fois locales et à la fois globales. Mars 2019... Vous vous lancez sur le marché allemand. Pourquoi l'Allemagne et pourquoi Munich? Parce que vous êtes basé, les locaux sont à Munich. Oui, pourquoi l'Allemagne? Je pense qu'il y a beaucoup de points communs entre la France et l'Allemagne sur des sujets un peu légaux par rapport au freelancing. C'est un marché très gros, évidemment. C'est un marché très pénurique, pas du tout de chômage, encore plus à Munich, où il y a une très forte demande pour des profils qui sont dans le tech, dans le digital. Donc marché assez évident où là on a levé en février 25 millions, donc finalement ça nous donnait les moyens d'aller sur un marché beaucoup plus gros. Et puis beaucoup de proximité, je pense, parce que Europe continentale, assez différent d'un marché comme le UK qui par ailleurs est très développé, mais de façon aussi plus différente que la France. Marché aussi, comme je disais, assez dur souvent, et puis peut-être encore plus dur maintenant avec le Brexit où on ne sait pas trop où on va. Donc l'Allemagne, ça s'est imposé assez naturellement. Et puis, pourquoi Munich? Puisque effectivement, l'Allemagne est très décentralisée, donc on peut être un peu n'importe où a priori. Souvent, les startups, en particulier les startups françaises, mais pas que, choisissent d'être à Berlin. Oui. Parce que main-d'œuvre moins chère, parce qu'écosystème de startup, parce que aussi d'ailleurs... grosse communauté de freelance, je ne sais plus qui m'avait dit, Berlin c'est freelance city, 20-30% des gens sont freelance là-bas. Donc ville effectivement aussi très importante pour nous. Et puis en fait Munich, il y a 2 raisons. On voulait justement, c'était pas donné pour objectif d'être à Berlin, parce qu'on voulait être proche de nos clients, qui sont surtout des entreprises d'une taille moyenne ou grande. Donc tissu économique, c'était soit un peu la Ruhr, soit Hambourg, soit à Munich. Ouais. Donc première chose. Et deuxième chose, tout simplement, il faut être aussi pragmatique et
et réaliste par rapport au marché de l'emploi. Et on a trouvé ici la bonne personne, par relation, une personne qui sortait de McKinsey et qui est très fort et qui est notre country manager, David. Et donc, lui est à Munich. Donc voilà, donc ça s'est fait sur Munich, tout simplement. Munich, il y a des avantages, il y a des inconvénients. On en parlait juste avant, le coût de la vie, le coût des salaires est beaucoup plus élevé à Munich qu'à Berlin. Par contre, il y a un tissu économique intéressant et puis il y a une qualité de vie aussi agréable. Donc moi, j'étais pas du tout, il y a encore quelques mois, je n'avais pas forcément décidé d'aller en Allemagne. Mais donc on a lancé effectivement, comme tu le disais, même avant de trouver notre country manager, on a commencé à faire un pré-lancement, à développer. Nous, on a toujours une première phase où on doit développer la communauté. Donc aujourd'hui, il y a 5000 freelances en Allemagne. Sur le site allemand, oui. Ouais, et ça va assez vite, entre 500 et 1000 par mois qui s'inscrivent. Et on a donc ensuite recruté David. On avait déjà une équipe, une petite équipe sur Paris de natifs allemands. On a une équipe aussi qu'on appelle Country Launching, qui vraiment aide au lancement du pays, à préparer avant l'analyse du marché et tout, qui est menée par une personne qui s'appelle Shiraz, qui elle va aller sur Berlin justement. Donc on va être un peu sur les deux, c'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui va développer le marché de Berlin, et puis on a sur Munich notre équipe, l'essentiel de l'équipe, qui va développer le marché de la Bavière, mais tout le reste de l'Allemagne. Une question un peu plus personnelle. Donc j'ai lu ton article que tu as publié récemment où tu racontes en fait tout d'un coup ta décision qui surprend peut-être beaucoup de personnes de partir à Munich. Donc tu viens t'installer fin août, c'est ça? C'est bien ton billet qui est en photo sur l'article. D'où vient l'idée? Comment tu prends la décision? Parce que tu as une famille aussi, donc c'est pas toi qui pars tout seul, puisque tu as amené tout le monde avec toi. Ça s'est fait progressivement, et puis c'est quelque chose. Donc nous, on a des investisseurs. Les investisseurs, c'est pas seulement des gens qui mettent de l'argent dans une boîte, c'est des gens avec qui on a ce qu'on appelle un board, un conseil d'administration, tous les 2 mois environ chez nous, et avec qui j'échange énormément, toutes les semaines quasiment, pas forcément avec tous, mais avec au moins l'un ou l'une d'entre eux. Et c'est des gens qui ont vu beaucoup de boîtes, qui ont vu beaucoup de situations, qui m'ont mis aussi en relation avec d'autres entrepreneurs. J'ai discuté avec des gens qui ont très très bien marché, le lancement de leur boîte a très bien marché en Allemagne. D'autres pour qui au contraire ça n'a pas fonctionné. Et la reco, très souvent assez forte en fait, c'est un marché qui est gros, c'est un marché qui est compliqué, c'est un marché aussi qui a besoin au niveau des clients, au niveau des candidats qui vont rejoindre l'équipe, qu'on montre qu'on y croit vraiment. Et tout simplement parce que, par exemple, si on prend les candidats, le marché est assez tendu en termes d'emploi. Donc je comprends parfaitement que quelqu'un qui se dit... Le problème n'est pas que ce soit une boîte française, espagnole ou je sais pas quoi, c'est que ce soit pas une boîte allemande, c'est est-ce que cette boîte vient vraiment pour faire quelque chose de sérieux en Allemagne? Et quelque part, la meilleure façon de prouver ce sérieux, à la fois pour les gens externes, pour les Allemands, mais aussi pour notre équipe en interne. Nous, on a une équipe produit qui développe notre plateforme et qui doit l'adapter à l'Allemagne, à des différentes législations, systèmes de paiement, etc. Et quelque part, pour marquer un peu le coup, je pense que c'est la meilleure façon. Ensuite, comme je te disais sur l'Espagne, j'ai vu que sentir les choses, vivre... moi, je crois que quand tu as un peu les contraintes de la vie personnelle, où tu comprends, je sais pas, j'ai découvert ici comment fonctionnait le régime de la sécurité sociale, ou comment on inscrit ses enfants à l'école, ou des choses comme ça. En fait, tu découvres des choses de ta vie perso, ou même, je sais pas, je vais courir le matin, je vois des pubs, et ça me donne des idées, en fait. Et ces choses-là, je les aurais pas, je suis assez convaincu, je les aurais pas en venant même 3 jours ici, en dormant dans un hôtel et en repartant. Et puis la dernière chose, c'est que je pense qu'il faut dans tous les cas passer beaucoup de temps... j'en discutais l'autre jour avec Stanislas, qui est le dirigeant de Doctolib, qui a lancé en Allemagne. Lui venait, je crois, 2 ou 3 jours par semaine sur Berlin en particulier, où ils ont leurs bureaux principaux. Il avait cette rigueur, et c'est très chouette. Je pense que c'est quand même très compliqué, parce que quand tu as 150 personnes à Paris, tu as toujours plein de réunions, tu as toujours des clients, tu as toujours des conférences, tu as toujours des événements où tu es happé un peu par les choses. Et donc... tu vas toujours repousser le fait d'aller voyager, que ce soit à Madrid ou que ce soit à Munich. Au moins, le fait d'être ici, d'y passer mes week-ends, d'avoir la famille, j'y suis obligé d'y être, et c'est plutôt l'inverse que je fais, c'est je vais
pour l'instant un peu trop à Paris. Enfin, j'y passe 3 jours par semaine et 2 jours ici, plus le week-end. Mais mon but, c'est effectivement de passer de plus en plus de temps ici. Comment ça se met en place ton départ? Donc j'imagine, là, comme tu as des enfants, t'attends la rentrée ou l'été, c'est plus propice pour tout organiser. Enfin, tu prends ta décision quand et comment tu mets ça en place concrètement? J'ai dû décider, je sais pas, en mai, je crois. Concrètement, moi j'étais déjà venu pour le boulot, mais je connaissais pas vraiment la ville, j'étais venu comme ça en mode boulot. À ce moment-là, ma femme est venue 2-3 jours pour sentir un peu les choses, commencer à voir 1 ou 2 apparts, voilà, comprendre un peu comment ça fonctionnait, les quartiers, etc. Elle est venue avec une amie qui habite à Paris, mais qui a grandi à Munich, donc qui connaissait bien les lieux. Et puis après, dans le cadre de voyages que je faisais pour le boulot, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à chercher un appart. Quelqu'un qu'on m'a présenté m'a aidé sur ça. Voilà, et puis après je me suis dit il faut que je trouve une place, donc je crois que le lycée français fermait, je sais plus, le 13 juillet, un truc comme ça, et j'ai dû m'inscrire le 12. Donc voilà, donc j'étais content de partir en vacances, savoir que mon fils allait pouvoir rentrer à l'école. Et puis ensuite j'ai 2 petits qui rentrent en kindergarten, et là miracle, on a trouvé une place un peu au dernier moment, pareil, dans un kindergarten près de chez nous, où ils vont rentrer. Et ça, je pense que tu as eu la chance, quoi, parce que ça peut être très compliqué. Je crois, surtout quand 2 d'un coup, donc il fallait... Je crois que tu as des jumelles aussi. Je sais que c'est difficile. Et l'appart, pour trouver, ça va? C'était compliqué. Ouais, parce que... Ouais, ça, c'était une surprise. Enfin, l'Allemagne est quand même, généralement pour l'immobilier, moins cher que la France, surtout que Paris. Ouais. Hormis Munich. Voilà, et la location est plutôt quelque chose de courant ici. Et Munich, oui, c'est le même prix que Paris. Aujourd'hui, ça dépend où, évidemment, mais je voulais pas être trop loin du centre parce que plusieurs raisons. Je vais souvent à l'aéroport, donc je voulais que ce soit simple d'accès. Et puis je voulais arriver, ne parlant ni mon épouse ni moi allemand, voilà, dans un endroit un peu peut-être plus vivant, plus international, où ce serait facile de rencontrer du monde. Et ouais, c'est pas donné. Et puis surtout, il y a par rapport à Paris, qui est évidemment une ville chère, il y a beaucoup moins de liquidité. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il n'y a pas d'offre, en fait. Non, c'est ça, en fait, le problème. C'est ce que j'explique aux gens, c'est qu'en fait, déjà, ça part très, très vite. Il n'y a pas d'offre et c'est pas négociable. Et quand il y a quelque chose de bien, il faut se décider, mais vraiment tout de suite à être le premier. Ouais. Et j'ai quand même l'impression qu'à Paris, il y a plus d'offres qu'ici, que le marché est quand même plus d'offres, mobile, quoi. Il y a plus de demandes aussi, mais il y a plus d'offres. Mais ici, ouais, c'est vraiment encore plus difficile. J'ai vu très peu de choses. Il y avait tout simplement pas beaucoup d'offres. Mais bon, on a trouvé un truc qui finalement nous plaît bien. Une chance, c'est-à-dire que justement, c'était des gens qui partaient à l'étranger, en fait, l'appartement était loué. Et puis au dernier moment, ils ont été mutés ou je sais pas quoi. Et donc cette offre, est repartie sur le marché. Et là, j'ai été très rapide. Et j'ai pris le truc, mais j'avais vu un autre appart d'ailleurs, on n'avait pas été retenu. Ça a été une bonne première leçon allemande. Premier apprentissage, effectivement, il fallait que j'arrive vite, donc je me dis, tiens, comme à Paris, je prends un Uber, sauf que Uber, ça marche quand même beaucoup moins bien qu'à Paris. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, je prends le métro, et j'arrive, je ne sais plus, 10 minutes en retard. Et en fait, j'ai loupé l'appart pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils m'ont gentiment fait la visite. Mais à la fin, le monsieur de l'agence me demande est-ce que vous allez apprendre l'allemand? Je lui dis oui, c'est un de mes objectifs, je vais apprendre l'allemand. Bon, vous apprendrez aussi la ponctualité allemande. Ok, d'accord, sympa. Et je pense le soir, quand il nous a dit qu'on n'était pas retenu, je pense qu'effectivement c'était pour ça. Ouais. Oui, ça faisait sûrement partie des choses. Mais ça rejoint exactement ce que tu disais, qu'en fait, c'est des choses que tu apprends en vivant vraiment dans le pays. C'est peut-être pas quelque chose que tu aurais en allant juste à l'hôtel comme ça. Bon, déjà, tu chercherais pas d'appartement. Non, bien sûr. Non, un autre truc qui est incroyable avec les apparts, c'était le cas sur celui-là, ou peut-être aussi c'est pour ça que je l'ai pas eu, il a senti un peu mes doutes, c'est que il fallait s'engager fermement sur 2 ans minimum. Une autre chose qui est assez incroyable ici pour, je pense, les Français qui arrivent ou étrangers en général, c'est qu'il y a la moitié au moins des apparts, même plus, qui n'ont pas de cuisine. Oui. Mais pas du tout de cuisine, quoi. Il n'y a pas d'évier, il n'y a pas de meubles, donc il faut tout faire, ce qui est assez étrange en location, surtout si tu ne sais pas combien de temps tu vas rester.
de se dire, bah tiens, tu construis une cuisine et puis après, bah, qu'est-ce que t'en fais? Tu pars avec. Enfin, Non, généralement, tu essaies de la revendre oui. à celui qui Oui, reprend j'imagine. l'appart. Mais effectivement, ça arrive assez souvent. Hormis, on va dire, le fait de suivre la recommandation qu'on t'avait donnée là, pour lancer Malte en Allemagne, c'est aussi le fait de voyager, de venir avec ta femme. Vous avez été aussi séduit par la ville. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'après, c'est pas un mauvais choix pour une vie familiale. Et là aussi, en discutant avec des gens, dans une logique pro et business, c'est un bon choix, mais c'est aussi un très bon choix perso. C'est une ville, même quand on est en centre-ville, c'est assez différent de Paris. Effectivement, c'est beaucoup moins dense. Il n'y a pas la même excitation qu'à Paris, mais je pense qu'on est dans une vie familiale. Effectivement, on n'est pas 10 par mètre carré dans les squares le week-end, donc ça c'est assez agréable. Et puis à 30-45 minutes d'ici, on a les montagnes, les lacs, on sort facilement de la ville et ça je découvre seulement encore maintenant, mais c'est vrai que ce que j'ai pu en voir, c'est très sympa. Ouais. Oui, parce que tu es arrivé au final, ça fait quelques Ouais, semaines. ça fait 3 semaines, ouais. Ça fait 3 semaines, enfin. Mais c'est rigolo d'ailleurs, et je pense, et c'est quelque chose que j'avais vécu au Mexique et que j'avais observé chez les expats au Mexique. Et il y a des études qui ont été faites là-dessus, c'est que d'ailleurs c'est assez paradoxal, c'est quand tu es dans un pays où je sais pas combien de temps je vais rester, mais tu sais que tu vas rester pour une durée on va dire déterminée, a priori tu en profites beaucoup plus, donc tu fais beaucoup de choses les week-ends etc, beaucoup plus que lorsque finalement tu es dans l'endroit où tu as grandi on va dire, Ouais, qui semble évident, où tu te dis je vais rester tout le temps, où tu fais peut-être un peu moins tu découvres un peu moins le pays ou la région tous les week-ends et puis tu rentres finalement un peu dans une routine. Donc finalement, pour ça aussi, je pense que ça va être hyper sympa. Les locaux de Malte, j'ai pas pensé à regarder. Vous êtes où? Alors pour l'instant, on est dans un coworking. On fait le deuxième coworking qui est à Amalienstraße. Ouais, donc, pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici, dans Max Vorstadt. Voilà, ensuite on regarde s'il y a des gens qui entendent parler de locaux, on va grossir assez vite, donc il nous faut une option assez flexible. Vous êtes combien et vous prévoyez d'être combien? Là, on est déjà à peu près une dizaine ici, avec 3 personnes aussi qui travaillent pour l'Allemagne depuis la France. Et je pense que d'ici 1 an, on sera le double facilement. Sur Munich, sachant qu'on a effectivement une petite équipe, donc comme je disais, sur Berlin. Et puis, je pense que dans 1 an, on aura effectivement d'autres équipes, Ruhr ou Hambourg, puisque le marché étant décentralisé, ça aussi c'est un truc qu'on va apprendre. Et c'est hyper intéressant. Et je vois déjà beaucoup de choses qui sont différentes dans la façon de bosser, etc. Et effectivement, Paris, par exemple, et la France plutôt est très centralisée, très tournée sur Paris. Donc finalement, ce qui est important, c'est qui tu connais dans les bons réseaux, etc. Ici, c'est pas forcément comparable, je pense. Comme de toute façon, c'est très décentralisé, les boîtes se développent plus en ayant des process très, très définis. Et quelque part, l'Allemagne va nous faire grandir là-dessus. En tant qu'entreprise, elle va nous obliger vraiment à mettre beaucoup plus de choses au carré, là où on avait une culture très orale, que ce soit une culture beaucoup plus écrite. Donc ça c'est top. Donc au niveau de nos niveaux, aujourd'hui une dizaine, et puis dans 1 an, 20, 25. Parmi ces personnes, c'est des Français ou vous avez aussi des Allemands? Parce que j'imagine que... C'est que des Allemands. C'est que des Allemands, ouais. Oui, je réfléchis. C'est que des Allemands. On a une personne qui est turque, qui arrive d'Italie, qui parle pas allemand, qui apprend l'allemand en ce moment. Mais non, sinon c'est des natifs allemands ou autrichiens. Enfin voilà, mais c'est... Mais vous communiquez en anglais, donc j'imagine anglais. Pour l'instant. Est-ce que tu sens que c'est quand même important de maîtriser la langue? Ouais, non, bien sûr. Ça, c'est une des limites où je me sens un peu des fois comme un enfant, quoi. Enfin, autant en Espagne, c'est hyper simple pour moi, je suis bilingue espagnol. Autant ici, alors, à la limite, c'est moins grave de pas parler l'allemand qu'en Espagne, pas parler l'espagnol, parce que les Allemands parlent extrêmement bien anglais. Donc je pense que aussi je vais moi-même m'améliorer en anglais. Enfin, je suis en train de m'améliorer en anglais parce que je travaille beaucoup plus en anglais. Mais dans la vie au quotidien, mais ce que je comprends parfaitement, tu arrives dans une boulangerie, un café, des fois c'est des gens qui sont jeunes, qui parlent parfaitement anglais, mais le simple fait de ne pas pouvoir s'adresser à eux pour commander un bout de pain, enfin voilà, là, c'est ridicule, quoi. Donc
clairement, je pense que t'es mieux servi dans un restaurant, t'es mieux reçu, etc. si tu fais l'effort. Donc pour moi, enfin, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je l'ai vécu au Mexique où ça m'a permis vraiment de m'intégrer à la culture locale, de pouvoir parler parfaitement la langue. Donc oui, je vais commencer à prendre des cours. Alors, c'est moins simple que quand tu es plus jeune et puis que tu as plus de temps et puis que tu rencontres plein de monde, etc. C'est plus dur aussi en Allemagne parce que finalement, les gens que tu rencontres vont parler très bien anglais, donc tout de suite, tu n'as pas trop l'effort à faire. Mais je le vois dans la vie perso. Oui, hier, j'étais à l'inscription au kindergarten, j'étais obligé d'y aller avec une traductrice, entre guillemets. Après, ce que j'allais te dire, tu vas être plus ou moins obligé, puisque comme tu as fait le choix là, de mettre tes deux jumeaux dans le système allemand, tu vas voir qu'à un moment donné, c'est peut-être la langue qui va prendre un petit peu le dessus, et que pour le coup, ils vont parler très vite, très bien allemand. Ah bah oui, eux, ils vont maîtriser plus vite que moi, ouais, et puis peut-être qu'ils me traduiront pour moi, je sais pas. Voilà, tu pourras les amener à la boulangerie. Voilà, c'est ça. Comment tu fais quand tu arrives pour rencontrer du monde? Donc là, j'imagine qu'avec le fait, tu étais déjà venu pour lancer la société, donc tu as rencontré aussi sûrement d'autres entrepreneurs. Ça se passe comment là? Bon, c'est peut-être un peu tôt comme question. Non, pour moi c'est hyper important. Enfin, c'est fait partie des choses que je vais faire et que j'aime faire en plus. C'est vraiment se créer un nouveau réseau perso-pro. Enfin, souvent les choses sont un peu d'ailleurs un peu les deux en même temps. En fait, t'essayes de partir de là où t'as des points d'accroche, tu connais quelqu'un qui a vécu ici, qui te présente une personne, puis qui te présente une autre personne, etc. J'ai déjà des gens, parce que j'ai publié l'article que tu as vu, qui m'ont contacté, qui sont des réseaux d'entrepreneurs franco-allemands, des choses comme ça. Mais en fait, c'est aussi ça qui est sympa, c'est que j'ai des gens... j'ai contacté des dirigeants de très grosses boîtes ici qui ont répondu favorablement parce que justement je pense que tu fais l'effort de t'intéresser à leur marché, ou si c'est des Français qui sont ici, ou voilà, de faire la même démarche. Donc c'est assez facile et justement je regrette un peu en ce moment enfin je regrette, je suis très content à chaque fois de partir à Paris, mais il faut que j'ai du temps à passer ici parce que je sais, en plus on est en B2B, que voilà, créer son réseau est très important. Donc j'ai besoin de voir du monde, qui me présente du monde, etc. Et puis en plus c'est vraiment... Enfin moi je fonctionne comme ça, je fonctionne par rencontre, c'est ce que je trouve hyper intéressant. C'est comme ça que tu trouves par exemple les meilleurs candidats pour te rejoindre, pour bosser avec toi. C'est comme ça que tu trouves les meilleurs clients, etc. Donc ouais, je suis là en grande partie pour ça. Et puis c'est aussi à travers ça que je vais découvrir le pays. Donc à la fois à Munich, mais sur d'autres villes. Donc ouais, je suis en recherche de ça et j'essaye de trouver le temps pour ça, entre la logistique personnelle de l'installation et puis les voyages à Paris. Oui, là, ça fait juste 3 semaines, mais je pense que d'avoir pris aussi la décision de partir avec toute ta famille, tu le verras, d'avoir mis aussi tes enfants dans le système allemand, c'est aussi comme ça, par les enfants, par sa femme, qu'on se fait aussi des connaissances. Alors normalement, je finis toujours par des petites questions rapides où on partage les bons plans, les bonnes adresses. Si tu ne sais pas, tu me dis non, mais peut-être que ça fait 3 semaines. Donc le quartier où tu te sens chez toi? Ah bah Maxvorstadt, c'est là où j'habite. Oui, et puis là où est Malte aussi, Ouais, parce qu'au aussi, final, ouais. tu peux... Il est grand, hein, finalement, c'est assez étendu. Hein, J'ai entendu tout à l'heure que tu disais quand je vais courir, tu vas courir où? Bah, j'essaie je découvre encore, mais pour l'instant, je me balade dans le quartier, ce qui me permet de le connaître un peu. Et puis, je finis, il y a un petit parc où d'ailleurs, comment il s'appelle, Massmann Massmann Park. Qui est génial, je trouve. Enfin, c'est un parc qui est pas énorme, c'est pas English Garden, mais qui est génial pour les enfants. C'est ça, pour le coup, le week-end, il est vraiment top. Il y a du monde, mais pas trop, et puis il y a plein de jeux, etc. Donc ce parc-là, ça fait partie de mes bonnes adresses, on va dire. Est-ce que tu as trouvé un resto sympa? Pas encore. Après, dans notre quartier, il y a des trucs assez sympas. Il y a juste en face de chez nous un endroit là où ils font des milanaises assez énormes qui sont bonnes. Il y a un café au coin qui est Café Jasmin, ouais.
qui a des gâteaux quand même assez incroyables. Après, non, je suis en recherche d'adresses. J'aime beaucoup, perso, les bars à cocktails. Donc, l'autre jour, je regardais un peu quels sont les bars qu'il y a. Je sais qu'il y a des choses assez intéressantes dans Munich. Est-ce que tu as déjà un plat allemand préféré ? Bonne question. Alors, il y a un pain que j'adore, mais alors, je ne sais pas comment il s'appelle, que j'achète à la boulangerie. C'est un pain un peu sucré, là, un peu mou, qui ressemble un peu à du croissant, mais un tout petit peu plus sucré, un peu moins sucré qu'un croissant. Ok. Et je ne sais pas comment, un peu comme de la pâte feuilletée. Et ça, c'est assez extraordinaire, ouais. Ça, c'est partie des trucs sympas. Sinon, non, j'ai toujours aimé les Wiener Schnitzel. Donc ici, je crois qu'il y a la Münchner Schnitzel. Je ne connais pas, c'est un peu différent. Une variété, oui. Voilà, je trouve surtout l'offre de bière est assez incroyable. Donc j'aime beaucoup la bière, surtout pour quelqu'un qui bosse dans une boîte qui s'appelle Malte. Mais sinon, non, j'ai pas encore... Je trouve en fait que je suis assez content quand je vais à Paris parce que y a une sophistication dans la cuisine française qui est quand même, voilà, c'est quand même incroyable. Que tu ne retrouveras pas forcément ici. Voilà, et on s'en rend compte quand on va à l'extérieur. J'adore la cuisine mexicaine aussi. Ma femme est chef en plus, et puis c'est une cuisine incroyable. Je retrouverai pas ça ici, je sais. Par contre, je pense que en rapport qualité-prix, puis en qualité des produits, je pense qu'il y a des choses assez sympas. Le podcast s'appelle Dessine-moi Munich, et donc je demande toujours à mon invité de résumer, je sais pas, avec un ou deux adjectifs ou une couleur, ce qu'il pense de la ville ou comment justement. En fait, c'est peut-être pas l'image qu'on a de l'Allemagne de l'extérieur, mais et puis bon, on est en été aussi en ce moment, donc mais je dirais assez coloré. Et ça m'a surpris. Enfin, dans la rue, ce que je vois depuis ma fenêtre. Les immeubles, je sais pas, j'ai un immeuble en face, il y en a un bleu, un rouge, un jaune. Il y a un côté qui est surprenant, qui est presque le nord de l'Italie en fait. Finalement, c'est le sud de l'Allemagne. Et ouais, assez coloré, plus le vert. Voilà, par rapport à Paris, c'est beaucoup moins gris, beaucoup plus vert. Avec ces grandes poches de parc, évidemment l'Englischer Garten, mais voilà, beaucoup plus d'herbe en général. Et puis sinon calme, enfin, et je pense que pour beaucoup de gens qui viendraient de villes plus petites, ils trouvent ça déjà très bruyant, etc. Mais pour moi, très calme. Oui, mais quand on a le référentiel parisien... Ouais, très calme. Et quelque part, je pense que... je le vois, j'arrive à Paris, puis alors j'arrive gare du Nord, j'arrive de l'aéroport, je prends le RER. J'arrive gare du Nord, enfin voilà, c'est une explosion, il y a une excitation et c'est une énergie. C'est un peu comme quand on part de Paris, quand on va à New York, quoi. On passe encore un step au-dessus. Par contre, ici, je pense que c'est justement aussi un de mes objectifs, peut-être pro et perso, c'est de pouvoir prendre un petit peu de recul sur une boîte qui a beaucoup grossi, qui est maintenant staffée avec des dirigeants de très bon niveau, de pouvoir aussi prendre le recul et réfléchir. Et je pense que c'est un contexte qui s'y prêtera pas mal aussi. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais, où est-ce que tu aimerais être et où est-ce que tu aimerais que Malte soit dans un an ? Dans un an. Écoute, j'aimerais vraiment qu'on ait réussi à faire de Malte. D'ailleurs, on a une GmbH, donc c'est vraiment une entreprise locale allemande. Qu'on ait vraiment réussi à faire de Malte une entreprise allemande en fait, dans le sens où on est pour les freelances allemands, pour les clients allemands, on est vraiment perçu comme une solution et une entreprise qui vraiment leur a apporté quelque chose, qui a compris leurs besoins, qui a compris le pays, qui s'y est adapté, avec une équipe très forte, plus nombreuse comme on en parlait, donc et qui soit sur plusieurs villes en Allemagne, parce que le territoire, donc, comme on disait, est très décentralisé, donc tu es obligé de passer par là. Je pense que tu peux pas faire l'Allemagne à moitié. Tu es obligé d'y aller sérieusement et d'investir beaucoup. D'où le fait qu'on a fait cette levée de fonds. Donc ouais, réussir l'Allemagne, ça voudra dire beaucoup de choses. Enfin, je serais très content pour l'Allemagne. Je sais que l'équipe allemande, voilà, c'est vraiment son envie. Ils ont envie de cartonner ici. Et puis, ça voudra dire
aussi que c'est les deux gros pays quand même, la France et l'Allemagne. L'Espagne pour nous commence à bien décoller et ça c'est top, mais c'est vrai que voilà, quand on parle du couple franco-allemand en politique, en économie, c'est une réalité et c'est une fois qu'on est très gros sur ces deux pays, et si on a réussi l'Allemagne en plus, qui est encore une fois ce pays décentralisé où on doit être très bon en termes de process, ça voudra dire qu'on sera capable d'aller ailleurs. Et d'aller ailleurs beaucoup plus vite. Donc c'est aussi pour ça que je viens, c'est parce que si on réussit l'Allemagne, moi je vais pas aller dans chaque pays où on ira après, c'est parce que, enfin je pense pas. Ne jamais dire jamais. On aime bien voyager, mais quand même, c'est qu'on aura vraiment évolué et qu'on sera prêt pour aller encore beaucoup plus loin. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais encore absolument parler ? Non, écoute, je sais pas, c'est assez rigolo que tu m'aies contacté déjà juste après effectivement, parce que j'ai dû mettre un post, donc il y a ce groupe Facebook sur les Français à Munich, exactement. J'ai mis un post où je racontais que tu cherches un assistant, que je recherche un ou une assistante sur Paris ou Munich d'ailleurs. Si c'est sur Munich, peut-être que c'est mieux, mais voilà, donc je cherche quelqu'un effectivement de trilingue qui puisse m'aider sur plein de choses. Et puis tout de suite, j'ai eu des contacts. Donc il y a l'air d'avoir un gros réseau ici, un gros réseau de Français que je découvre un peu. L'autre jour, j'étais à réunion de parents à l'école française, donc voilà. Donc c'est hyper intéressant et je pense qu'on parlait de création de réseau, il faut partir de où on vient, il faut partir de qui on est. Donc moi, je suis français, donc effectivement, j'imagine que je vais connaître beaucoup de Français qui vont m'en présenter d'autres, etc. Vincent, donc on va s'arrêter là, même si j'ai envie de te poser encore plein de questions. Ce qu'on fait, on se donne rendez-vous, je sais pas, dans 6 mois, 1 an, et puis tu pourras nous parler bien plus en détail de l'Allemagne, de ton expérience à Munich. Avec plaisir. Un grand merci pour tout ce temps que tu m'as accordé, et puis à la prochaine fois. Alors. Merci, au revoir. Au revoir. Rebonjour, 2 ou 3 petites choses pour finir. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode ou bien me faire un retour, rendez-vous sur le site dessine-moi-munich toutattaché.com. Pour soutenir le podcast, laissez-moi un commentaire accompagné de 5 jolies étoiles sur iTunes. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à la newsletter. Un grand merci encore à Vincent pour son temps et rendez-vous dans 1 an pour faire le bilan. En attendant, je lui souhaite à lui et à Malte beaucoup de succès en Allemagne ainsi qu'une superbe expérience d'expatriation bavaroise avec toute sa famille. Merci à vous pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.